Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur cette conférence grand témoin consacrée aux attentats qui se sont produits en Belgique le 22 mars 2016. Bruxelles a été à son tour victime du terrorisme après Paris qui avait été frappé à 2 reprises en janvier et novembre 2015. À Bruxelles, tandis que 2 bombes ont explosé à l'aéroport de Zaventem vers 8 h du matin, une troisième détonation se produit 1 heure plus tard dans le métro, à proximité de la station Malbec. Chef du département planification d'urgence aux préparations, le lieutenant-colonel Tanguy Dubus de Varnaf était officier supérieur de garde et a assumé la direction opérationnelle des secours civils et policiers. À l'aéroport de Zaventem, il a également assumé le commandement de la colonne de renfort des pompiers et ambulanciers de Bruxelles. Il va nous raconter les spécificités de cette intervention forcément hors norme. Colonel, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour, voilà. Voilà, il y a beaucoup de slides, mais il y a beaucoup de photos aussi, puisque les photos en disent, c'est quand même plus illustratif. Donc tout d'abord, pour un petit peu situer le contexte dans lequel on joue. Donc la Belgique, c'est un État fédéral, et il y a des provinces, comme des départements et des communes. Et donc au niveau décisionnel, effectivement, on va retrouver ces 3 niveaux plus tard. Alors la Belgique en chiffres, bon, c'est 11,5 millions d'habitants, et Bruxelles, c'est environ 1,2 million d'habitants, concentrés sur une petite superficie, 160 km² environ. Alors, comment sont organisés les secours pompiers en Belgique? Nous avons 34 zones de secours et Bruxelles est la 35e zone, c'est le point blanc au milieu. Enfin bon, il y a des spécificités, je vous passe les détails. Mais donc, il y a eu une grande réforme des services d'incendie en 2015 et on est passé de 251 petits services d'incendie régionaux à 34 zones de secours. Et Bruxelles, en fait, est déjà une zone de secours depuis les années 70, puisque là, plusieurs services d'incendie de la région bruxelloise avaient fusionné. Et nous avons environ en Belgique 18 000 pompiers, 2 tiers de volontaires, 1 tiers de professionnels. À Bruxelles, nous avons pour le moment uniquement des professionnels. Alors le SIAMU, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est un service d'incendie de professionnels. Les pompiers travaillent un jour sur 4, donc un système 24-72. Il y a environ 1000 pompiers, 35 officiers. C'est un peu peu, mais le renfort arrive. La particularité chez nous, c'est que tous les pompiers sont également ambulanciers. Donc c'est pour ça que j'ai mis environ 1000 pompiers ambulanciers. En plus de ça, nous avons des call takers qui, à l'époque, étaient pompiers, mais maintenant, se sont devenus des civils. Les call takers, chez nous, donc c'est ceux qui prennent l'appel quand on fait le 112, c'est eux qui, non seulement envoient les secours médicaux, mais également dispatchent les secours médicaux. Et à côté, nous avons des dispatcheurs pompiers, et ils sont assis dans la même salle. Et nous avons donc environ un pompier par 1000 habitants. Alors, ça fait quoi? Cet effectif de 1000 pompiers, c'est environ 160 pompiers de garde par jour, 2 tiers, on va dire, de rouge et 1 tiers de jaune. C'est-à-dire qu'environ donc en gros, il y a environ 100 pompiers qui sont sur des camions ou des camionnettes rouges, hein, et 1 tiers dans des véhicules jaunes, ceux qui sont les ambulances. Nous avons également 3 officiers de garde qui assument le rôle de chef des opérations en temps normal et qui endosse la responsabilité de directeur de service d'incendie, je dirais, quand on est dans une situation d'exception ou une situation d'urgence. Et alors, il y a un officier de semaine qui, lui, est rappelable et qui assume la fonction de dire PSOPS, on en parlera plus tard, en cas, effectivement, de situation d'exception. Nous avons également 6 call takers et dispatcheurs médicaux de garde 24 heures sur 24 et 2 à 4 dispatcheurs pompiers. On fait environ 95 000 interventions par an, ce qui fait en moyenne une intervention toutes les 5 minutes. Et tout comme à Paris, c'est majoritairement de l'aide médicale urgente, hein. En gros, c'est 80% de nos interventions, de nos missions, c'est de l'aide médicale urgente.
Juste pour un peu cadrer, hein, parce que Bruxelles, ce n'est pas Paris, évidemment. Le CIAMU, c'est 11 autopompes, hein, et nous avons moyen de monter en puissance, hein, avec 2 autopompes supplémentaires. Hein. On a un gros camion de secours lourd. Hein. Maintenant, on a également un rail route qui dispose aussi d'un dispositif de désincarcération lourd. 30 ambulances, dont 3 PIT. Un PIT, c'est un Paramedical Intervention Team. Donc, c'est une ambulance renforcée d'un infirmier. 90% de ces ambulances sont du CIAMU. Et nous pouvons relativement vite, dans l'heure, monter en puissance avec 10 ambulances supplémentaires. Hein, mais après, on a fait le tour. Et nous avons également, en Belgique, on appelle ça les SMUR, chez vous, les SAMU. Nous avons 8 départs SAMU, mais depuis les attentats, hein, il y a moyen de les dédoubler. Depuis les attentats de Paris et le lockdown de Bruxelles, des dispositions ont été prises et il y a moyen de les dédoubler très rapidement, ce qui s'est fait également le 22 mars. Hein, et on a même vu qu'on pouvait aller au-delà également. Alors pour vous situer un peu sur carte, hein, donc vous voyez la répartition des casernes. Vous voyez également les 2 lieux des explosions, Zaventem en haut à droite, hein, Malbeek au centre, et Cité n'était malheureusement pas encore ouvert lors des attentats. Bon, c'est un poste qui a été fermé il y a quelques années et qu'on a rouvert maintenant, hein, mais qui n'était pas encore opérationnel lors des attentats. Parce que vous voyez, ils auraient été très rapidement sur place. Les départs ambulances, les départs SMUR. Ouais, ici, vous avez une vue globale. Donc, au nord, vous avez une ambulance et un SMUR qui sont assurés par l'hôpital militaire. C'est également l'hôpital militaire qui assure la direction médicale de secours pour tout incident survenant à l'aéroport. Donc, ça, c'est une particularité. Donc, chaque semaine, il y a un hôpital SMUR qui assume le rôle de garde de DIRMET ou de directeur de secours médicaux. Par contre, quand c'est un incident à l'aéroport, c'est l'hôpital militaire, hein, qui de facto assure la direction des secours médicaux. Et vous voyez en bas, ACS La Hulpe, c'est un service d'incendie, c'est un service d'ambulance dans le Brabant wallon qui nous a porté main forte au secours lors des attentats de Bruxelles. Alors, la zone de secours, oui, donc vous avez vu, il y a 34 zones de secours autour de Bruxelles. Hein, et alors, dans la province du Brabant flamand, il y a 2 grandes zones de secours. L'aéroport est situé dans la zone de secours du Brabant flamand ouest et vous voyez la disposition des services d'incendie, hein, dans cette zone. Alors, avant de passer aux attentats, bon, d'abord, comment on gère une situation de telle ampleur en Belgique? Tout d'abord, la préparation est importante et on a un arrêté royal du 16 février 2006, hein, qui édicte certaines règles, et on parlait de la planification tout à l'heure, et bon, qui dit comment la planification doit se faire. Bon, tout d'abord, chaque province, donc chaque niveau, chaque autorité doit faire un plan général d'urgence et d'intervention pour sa province, sa commune, qui peuvent éventuellement être complétés par des plans particuliers d'urgence et d'intervention, ce qui était le cas aussi bien pour l'aéroport que pour le métro. Et alors, comment se fait la coordination? La coordination se fait à 2 niveaux. Nous avons d'abord la coordination stratégique qui se fait au niveau de l'autorité politique et ensuite la coordination opérationnelle sur le terrain. Donc, comme j'ai dit, la coordination stratégique se fait par l'autorité administrative. Alors, à 3 niveaux. Nous avons le niveau fédéral et là, c'est les ministres qui assument la coordination. Nous avons le niveau provincial où c'est un gouverneur de province ou un haut fonctionnaire à Bruxelles. Et au niveau des communes, c'est les bourgmestres, hein, ou les maires qui assument la coordination stratégique. Et alors, le niveau de coordination, fatalement, il est défini par l'ampleur de la crise. Hein. Au plus la crise est grande, au plus vous allez monter dans le niveau de coordination. Donc, au niveau du 22 mars, la coordination stratégique s'est faite au niveau global, donc par l'État fédéral, hein, vu la gravité des événements, mais au niveau provincial,
chaque province avait ouvert son centre de crise également. Donc nous avions, comme les deux explosions, l'une était à Bruxelles, l'autre juste en dehors de Bruxelles, bien nous avions un centre de crise à Bruxelles pour gérer l'explosion à Malbeek et dans le Brabant flamand pour gérer l'explosion à l'aéroport. Donc on était en multisite, si vous voulez, mais dans deux provinces différentes, puisque Bruxelles est assimilée à une province. Alors, le CIAMU, on s'était préparé quand même depuis 2005, on l'a déjà entendu ici à moult reprises ces 2 derniers jours. Donc, il y a eu les attentats à Madrid, il y a eu les attentats à Londres, et suite à cela, on avait quand même pris certaines dispositions au niveau planification. Donc, nous avions des plans d'intervention pompiers ou monodisciplinaires pour chaque station métro à Bruxelles. Oui, alors ces plans d'intervention, non seulement on avait des plans d'intervention monodisciplinaires, mais au niveau de l'arrêté royal de 2006, je dirais que les différentes disciplines ou les différents intervenants sur le terrain, on parlait de l'unicité de commandement et d'un commandement intégré, mais sur le terrain, effectivement, les différents services doivent savoir les uns des autres ce qu'ils font et ce qu'on peut attendre d'eux. Et donc pour cela, ce qui est important, c'est l'organisation du terrain et définir préalablement qui fait quoi. Et donc pour chaque station métro, nous avions non seulement un plan d'action monodisciplinaire pour les pompiers, mais nous avions des fiches d'action multidisciplinaires. Ces fiches d'action multidisciplinaires reprenaient par exemple où on pouvait ouvrir un PMA, où la police devait tenir les périmètres, puisque nous avons des zones effectivement d'exclusion, comme chez vous, des zones contrôlées dont on parlait ce matin, etc. Nous avons plus ou moins la même terminologie, mais tout cela est bien clairement défini dans les plans. Ce qui effectivement est une grande aide sur le terrain quand on doit se déployer. Nous avions également été invités par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, où là nous avons pu avoir un retour d'expérience suite à leurs attentats. Il y avait également eu un retour d'expérience par rapport au SAMU de Paris. Nous avions connu le lockdown à Bruxelles en novembre 2015. Et au niveau préparation, on s'était quand même activé à ce moment-là aussi. Et alors nous avions eu un grand exercice ferroviaire en tunnel dans la station Schumann, qui est la station ferroviaire et métro juste à côté de celle de Malbeek. Alors, parce qu'avec le spot, c'est pas toujours... Ah oui, alors la gestion d'une situation d'urgence. Donc on parlait tout à l'heure... J'ai parlé des disciplines. Bon, sur le terrain, il y a différents services d'intervention qui interviennent, les pompiers, les ambulances, les SMUR, mais en cas de situation de crise, il y a des missions qui sont clairement définies et on va attribuer ces missions à une discipline. Et donc, par exemple, les opérations de secours, ça va être les pompiers et la protection civile. Les secours médicaux, ce seront les ambulanciers. Là-dedans, vous avez majoritairement des pompiers, mais si ce jour-là, ils sont ambulanciers, ils font partie de la discipline 2. Donc, nous avons les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux. Alors, PIM, c'est le plan d'intervention médicale, et PIPS, c'est le plan d'intervention psychosociale. Donc, dans la discipline 2, il y a 2 gros plans qui sont articulés en cas de situation d'exception. Donc, c'est l'articulation des secours sur le terrain, le PIM, et après, la prise en charge psychosociale des victimes et des familles. Ensuite, on a la police du lieu de la situation d'urgence. Donc ça, nous n'avons plus de gendarmerie, mais nous avons la police locale et la police fédérale. Il y a l'appui logistique et, last but not least, l'information de la population. Parce qu'effectivement, la population doit être informée de ce qu'elle doit faire et, en plus, elle veut être informée. Alors, on parle de la coordination opérationnelle sur le terrain. Comment ça se passe? Vous avez vu, il y a 5 disciplines. Mais à la tête de chaque discipline, on retrouve un directeur. Et ce directeur va gérer le déploiement de ses forces sur le terrain et va gérer effectivement, je dirais, sa discipline. Par contre, il faut définir des objectifs communs. Il faut savoir... comment vont s'articuler ces différentes forces sur le terrain. Et donc, je dirais au-dessus, il y a ce qu'on appelle chez nous un DIR PCOP, c'est un directeur du poste de commandement opérationnel qui est là
pour veiller à ce que tout le monde œuvre dans le même sens et qu'il y ait une bonne collaboration entre les différentes disciplines. Et donc pour les attentats de Malbec, j'ai assumé la fonction de d'IRPCOPS. Alors le mardi 22 mars, c'était une belle journée printanière qui s'annonçait, c'est la relève de garde dans les casernes. Donc quelque part c'était une aubaine que les explosions aient lieu à ce moment-là. Donc il y a une double explosion dans le hall de départ de l'aéroport de Bruxelles National juste avant 8 heures. Donc vous voyez ici une image d'ambiance, donc 2 bombes explosent. Effectivement, il y a les boules de feu, le souffle. Vous voyez que les faux plafonds se sont effondrés, le ravage est quand même considérable. Alors, difficulté à l'aéroport, c'est qu'effectivement c'est un site quand même relativement étendu. Donc vous voyez là le hall de départ au-dessus. Et donc c'est là que les 2 premières bombes vont exploser. Bon, mais une image à l'intérieur. Alors particularité, c'est que il y a 3 bombes qui devaient exploser, mais la troisième, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens étaient eux-mêmes les détonateurs, ils avaient un détonateur en main, et donc c'est eux qui activaient la bombe. Et au fond, la troisième bombe n'a pas explosé. Pourquoi? Parce que celui qui devait la faire exploser a été soufflé par le souffle des explosions. Après la première, il a déjà été soufflé. Après la deuxième, il a été soufflé. Et il s'est encouru. Et donc cette troisième bombe n'a jamais explosé, mais elle n'était pas là non plus pour créer un surattentat. Donc les secouristes n'étaient pas visés par cette bombe. Et d'ailleurs, elle n'a été découverte que vers midi, alors que toutes les victimes avaient déjà été évacuées et que tout le monde se promenait librement dans l'aéroport. Ici, vous voyez le poste des pompiers de l'aéroport. À l'aéroport, il y a 3 casernes de pompiers, 2 pour les pistes d'atterrissage, donc les crashs d'avion, et 1 pour la protection bâtiment. C'est celle que vous avez vue ici au début. Elle est là en haut à droite. Malheureusement, les pompiers de l'aéroport étaient en intervention ailleurs lors des explosions. Donc vous voyez que la caserne est juste à côté du site des explosions. Mais donc ici vous voyez juste la partie, je dirais, passager. Mais à côté de ça, il y a encore une grande partie d'entrepôts, d'ateliers. Et ils étaient quand même nettement plus loin à l'intervention sur le site de l'aéroport, bien entendu. Mais ils ont quand même aussi eu besoin de quelques minutes pour atteindre les lieux de l'explosion. Bon, alors vers 8 heures, donc, les pompiers de la zone voisine du Brabant flamand sont avisés de l'explosion. Donc, sont envoyés sur site les pompiers de l'aéroport, bien évidemment, puisqu'ils sont là pour protéger le site, et les 2 casernes les plus proches du Brabant flamand. Alors d'emblée, le centre d'appel 112 du Brabant flamand nous demande des secours médicaux. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a d'emblée 3 SMUR bruxellois qui vont vers l'aéroport, 3 ambulances, et ensuite, dans l'heure qui suit, on a encore plusieurs ambulances et plusieurs SMUR bruxellois qui vont aller à l'aéroport. Mais si vous vous rappelez ce qu'on a au nombre d'ambulances et de SMUR, c'est déjà quand même un nombre impressionnant par rapport à nos moyens. Quelques minutes, bon, d'emblée, quand on nous demande les secours médicaux, on nous demande de nous mettre en stand-by, et très peu de temps après, le centre d'appel, puisque, je dirais, dans les plans préalables d'intervention au crash d'avion, nous étions repris. Très peu de temps après, le centre d'appel 112 du Brabant flamand nous demande des moyens pompiers pour partir en renfort à l'aéroport. Et bon, et comme on a un envoi de secours programmé pour avion en difficulté au crash d'avion, c'est celui-là qui va être envoyé à l'aéroport. Ici, vous voyez un petit peu les ravages causés par l'explosion, effectivement. Donc, les baies vitrées qui ont été complètement soufflées, de la fumée, de la poussière, c'est ce qu'on va retrouver à Malbec également. Et donc, effectivement, il y a des victimes
un peu partout. Il y a également des passagers qui ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire et qui se promènent un petit peu là au milieu. Alors, ils avaient utilisé des bombes sales, enfin, pas chimiques, mais effectivement beaucoup de shrapnel, donc c'est l'explosif avec beaucoup d'objets métalliques autour. Et donc, au niveau des lésions, c'est des lésions assez importantes, donc des membres amputés, des polytraumatisés au niveau des membres, hein, et même des plaies perforantes au niveau du bassin, du thorax, etc. Alors, tout comme à Paris, que ce soit des blessés par balle, hein, ou ici, suite aux explosions, il fallait des tourniquets, hein, et également de la morphine. De la morphine, il y en avait en nombre suffisant à l'aéroport. Hein, à Malbec, on a dû en acheminer par après. Mais donc, au moment des attentats, nous n'avions pas de tourniquets dans nos ambulances. Hein, mais par contre, il y avait beaucoup de militaires qui étaient de garde aussi, enfin, qui étaient de faction aussi bien à Malbec et à l'aéroport, et donc eux ont utilisé leurs tourniquets. Bon, alors au départ, hein, on parle toujours que les gens doivent s'aider eux-mêmes et des premiers témoins. Ben, effectivement, au départ, aussi bien à Malbec qu'à l'aéroport, peu après l'explosion, il y a l'auto-évacuation, donc les gens sont en cours, c'est normal. Et alors, il y a des gens qui vont aider ceux qui ont plus difficile à évacuer tout seuls. Et ensuite, ceux qui restent souvent, c'est ceux qui sont plus grièvement atteints. Donc ici, vous voyez des militaires, hein, qui sortent des victimes, hein, et des gens qui évacuent par eux-mêmes. Alors vers 8h, aux environs de 8h10, c'est l'arrivée des premiers secours pompiers à l'aéroport. Donc vous les voyez ici à l'œuvre. Donc là, entre les débris, il y a des victimes grièvement blessées qu'il faudra extraire. Donc vous voyez ici les pompiers en orange, c'est les pompiers bruxellois, les pompiers foncés, c'est ceux du Brabant flamand. Donc ils travaillent conjointement. Très bonne collaboration. Alors, site étendu. Alors vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le niveau du hall de départ, le niveau du hall d'arrivée, la gare des bus et encore un niveau inférieur avec la gare ferroviaire. Et donc, comme le site est fort étendu, les gens ont fouillé un peu dans tous les sens et se sont retrouvés à tous les niveaux. Alors, nous avions un premier point de regroupement ou de rassemblement des victimes en face du hall de départ. Il y en a eu un deuxième dans l'hôtel qui était en face du hall de départ, l'hôtel Sheraton. Et il y en avait un troisième, et peut-être encore d'autres, mais enfin un autre gros point de rassemblement de victimes, hein, au niveau inférieur, la gare des bus. Au niveau inférieur extérieur, parce qu'il y a encore le niveau du train plus bas. Et le PMA, dans les plans, le PMA était, en tout cas pour un incident se passant dans les bâtiments, était le garage de la caserne des pompiers de l'aéroport. Et donc vous voyez que mine de rien, l'évacuation vers le PMA, c'est quand même pas rien, parce qu'il y a quand même une certaine distance à parcourir et ça va se faire surtout par brancardage. Bon, le site est fort étendu et fort heureusement, les secours se sont présentés de façon non programmée, mais aux différents niveaux et à différents endroits. Et alors ici, vous voyez, comme je vous ai dit, la petite noria, l'évacuation des victimes vers le PMA. Hein, mais quand il faut brancarder quelques centaines de mètres, on a besoin de beaucoup de bras et ça prend un certain temps. Quelques images d'ambiance. Hein, et alors des moyens d'évacuation improvisés, j'en ai vu plusieurs passer comme ça ce jour-là. Donc le PMA qui est établi dans le garage de la caserne des pompiers. Hein, mais bien vite, c'est une petite caserne, donc au niveau des garages, c'est pas très grand. Et donc bien vite, le nombre de victimes a été fort élevé. Hein, et donc il n'y avait plus assez de place à l'intérieur et on commençait à mettre les victimes, je dirais, en dehors. Mais heureusement, il faisait beau ce jour-là. Parking ambulance, hein, là on est après 9 heures déjà. Alors au niveau de l'aéroport, la difficulté a été que
ils ont évacué donc les victimes vers le PMA, et quand ils ont commencé à évacuer vers les hôpitaux, on a estimé qu'il y avait un véhicule suspect, ou que le PMA était en danger. Donc ils ont évacué le PMA une première fois vers un parking à l'air libre un peu plus loin. Et là, ils ont pris la décision de déplacer le PMA, je dirais, vers l'hôpital militaire plutôt que de laisser les victimes à l'air libre sur un parking. Et donc, au fond, à Zaventem, il y a eu une évacuation vers les hôpitaux définitifs de destination, je dirais au début, mais ensuite on a transféré le PMA vers l'hôpital militaire qui n'était pas très loin, et de l'hôpital militaire. Et donc là, vous voyez, c'est des images du grand hall d'entrée de l'hôpital militaire qui avait été conçu justement pour aménager un hôpital de campagne presque dans le hall d'entrée. Et donc ça a été déployé ce jour-là. Et de l'hôpital militaire, au fond, les victimes ont été transférées secondairement en hélicoptère ou en ambulance vers les hôpitaux définitifs d'évacuation. Donc ça, c'est pour la partie de l'aéroport. Alors, quelles ont été les actions entreprises à Bruxelles à partir de 8h10 ? Effectivement, à partir de 8h10, déjà, on avait demandé qu'on parte en renfort. Et donc, il y a eu une montée en puissance à Bruxelles. Tous les SMUR ont été dédoublés. Et en moins d'une heure, je crois que dans la demi-heure quasi, tous les SMUR, on est passé de 8 à 16 SMUR au SAMU à Bruxelles. Bon, la Croix-Rouge, on a une convention avec la Croix-Rouge. Et donc, très rapidement, la Croix-Rouge a commencé à mobiliser ses volontaires, ce qui permet de monter en puissance au niveau ambulance également, puisqu'ils ont un charroi d'ambulance, mais également, au besoin, ils peuvent envoyer des volontaires chez nous pour remplacer des pompiers sur des ambulances. On a également, puisque 8 heures c'est la relève des gardes dans les casernes, il y avait suffisamment de pompiers, les deux autopompes de montée en puissance ou de kata ont été activés également. Et très rapidement, on a pu renforcer, je dirais, le dispatching et le centre d'appel. Parce que heureusement, au niveau du centre d'appel, il y avait une formation qui était organisée ce jour-là. Et donc, nous avions les infirmiers qui assurent l'encadrement qui étaient là et beaucoup de personnel. Et au niveau du dispatching pompier, nous avions des officiers qui pouvaient rapidement également renforcer le dispatching. Et alors, à 9h11, explosion dans une rame de métro à la station métro de Maalbeek. Juste pour vous situer, donc voilà, ça c'est le réseau métro et pré-métro à Bruxelles. Et donc Maalbeek, c'est ce qu'on appelle la ligne 1, est juste à côté de la gare de Schuman. Et aussi bien le métro Schuman que Maalbeek sont dans les quartiers européens. Et vous voyez que la distance est très faible entre Maalbeek et Schuman. Et à un moment donné, il y a eu confusion aussi parce que certains appelaient pour dire qu'il y avait une explosion à Schuman. Et donc à un moment donné, pendant un court laps de temps, on se demandait s'il n'y avait pas deux explosions. Alors 9h11, appel d'urgence du dispatching métro pour explosion. Et alors le message c'est, il y a l'explosion dans une rame de métro à Maalbeek, on ne voit plus rien sur les caméras, les gens courent dans tous les sens. Des victimes, on sait qu'il y en a certainement, mais bon, à ce moment-là, effectivement, on n'a pas de renseignements quant au nombre et à la gravité. Alors, à partir de 9h12, donc, on a des gens qui nous téléphonent pour dire qu'il y a eu une explosion et qu'ils se rendent compte que les rues commencent à se remplir de blessés. On nous fait certains appels mentionnent plein de blessés ensanglantés donc, dans la rue. Et donc ici, vous voyez la police qui a déjà commencé à mettre des banderoles, mais vous voyez qu'à part des témoins, il n'y a pas encore vraiment, je dirais, de secouristes sur place. Et quelques policiers et militaires de faction. Donc ici, autre image d'ambiance. Donc vous voyez, il y a de la fumée qui sort de la station métro. Donc des blessés se regroupent dans les immeubles de bureaux, parce que la rue de la Loi, il y a beaucoup d'immeubles de bureaux. Et donc l'avantage, c'est qu'il y a quand même des halls d'entrée, parfois quand même nettement plus, enfin pas parfois, nettement plus grands que quand on a des immeubles à appartements. Donc ça a permis de regrouper quelques victimes là. Et alors, la particularité de la station métro à Maalbeek, c'est qu'il y a deux niveaux. Donc, c'est peut-être moins grand que l'aéroport, mais c'est quand même complexe aussi parce que, on le verra tout à l'heure sur d'autres images, mais quand on est en bas, on ne voit pas ce qui se passe en haut, et quand on est en haut, on ne voit pas ce qui se passe en bas. Par contre, on prend d'autres stations métro, toutes les sorties sont au même niveau et on a une vue d'ensemble.
Alors, à nouveau, l'auto-évacuation. Donc, tous ceux qui peuvent encore sortir par leurs propres moyens sortent par leurs propres moyens. Dès là, les appels pour les victimes ensanglantées dans la rue. Et alors, effectivement, les policiers qui arrivent très rapidement, les militaires de faction, qui aident ceux qui ne peuvent plus évacuer par leurs propres moyens. Alors, c'est la communauté européenne, donc pas mal de grands immeubles de bureaux de la Commission, du Parlement, etc. Et alors, leur particularité, c'est que ces immeubles de bureaux disposent de secouristes. Et ces secouristes, souvent, ce sont des pompiers volontaires ou des ambulanciers volontaires. Et donc, ils savent comment, je dirais, traiter des blessés. Et donc, ici, à nouveau, on voit, c'est des images. Les premières ambulances ou les premiers pompiers ne sont pas encore là. Mais effectivement, il y a déjà des premiers soins qui sont prodigués par des infirmiers, des médecins de passage, des secouristes des immeubles de bureaux. Alors ici, les premiers secours sont déjà sur place, comme vous voyez. Mais donc, il y avait des gens dans les halls d'entrée, des blessés regroupés à hauteur des sorties supérieures et inférieures. Et donc, vous voyez que ce n'est quand même pas facile à gérer. Il y a beaucoup de victimes et peu de secouristes dans un premier temps. Juste pour vous montrer, donc voilà, ça c'est la page de garde de notre plan d'intervention monodisciplinaire. Et donc là-dedans, je dirais, on retrouve tout ce qu'on doit savoir sur les sorties, je dirais la structure à l'intérieur de la station métro. Et maintenant, nous intégrons également les fiches multidisciplinaires dans notre plan monodisciplinaire d'intervention. Comme ça, l'officier pompier qui part avec le dossier, il a d'emblée le plan d'intervention monodisciplinaire et les fiches d'action multidisciplinaires. Bon, alors nous, on a un envoi de secours type pour explosion dans un immeuble, puisque, on se doute bien que c'est un attentat terroriste, mais je veux dire, comme on disait tout à l'heure, une explosion, c'est une explosion. Hein, et après, on doit gérer l'incendie, on doit extraire les victimes, il faut soigner les victimes. Donc, on a un départ standard pour explosion dans un bâtiment qui part. Donc, c'est-à-dire, c'est à Bruxelles, comme Bruxelles n'est pas très grand, le principe d'intervention, c'est dès qu'on a un incendie, explosion, disons une intervention d'une certaine ampleur, c'est le poste avancé le plus proche qui intervient et il y a un convoi qui part de la caserne principale qui est plus ou moins au centre de Bruxelles. Donc nous avons une autopompe, une auto-échelle qui partent du poste avancé et nous avons un départ complet, officier, deuxième pompe, deuxième échelle. Et nous avons aussi la particularité, je ne sais pas ici, mais chaque départ incendie, il y a une ambulance incendie qui accompagne le départ. Logiquement, on doit envoyer le gros camion de secours également, mais lui se retrouve déjà à l'aéroport à ce moment-là. Et puis, comme c'est une intervention en sous-sol, nous avons des véhicules d'appui spécifiques pour intervention en sous-sol, donc qui partent également. Hein, c'est l'éclairage, le ventilateur. À Bruxelles, nous avons chaque fois l'hôpital militaire qui accompagne chaque départ incendie, puisque c'est l'hôpital qui est spécialisé dans le traitement des grands brûlés. Hein, et donc, c'est une longue collaboration qui existe entre l'hôpital militaire et les pompiers. Et donc, à chaque incendie, ils accompagnent. Mais là aussi, ils sont indisponibles puisqu'ils sont à l'aéroport. Et fatalement, vu qu'ici, on savait quand même que ça allait être grave, d'emblée, on envoyait un deuxième poste avancé. Et quand les premiers secours sont arrivés sur place, il y a encore un troisième poste avancé, une quatrième autopompe qui a été envoyée sur place. Bon, ça peut paraître peu, mais je veux dire, encore une fois, il faut se mettre sur l'échelle bruxelloise. Je veux dire, hein, on a 10 pompes de garde. Il y en a déjà 2 qui sont partis à l'aéroport. On en envoie 4 ici. Hein, on a déjà engagé plus de la moitié de nos moyens. Alors, également monté en puissance, c'est rapidement un deuxième officier hein, qui va assumer, qui était le commandant de garde, qui va assumer le rôle du directeur de la discipline 1 ou le directeur des services d'incendie, et moi-même donc qui quitte Malbeek pour aller assumer la fonction de DIR PCOPS à Bruxelles. Donc vous voyez ici la réponse au départ des casernes de pompiers et certains secours qui ont été rappelés de l'aéroport. Alors évidemment, hein, comme on sait qu'il y aura je veux dire, et puis on sait d'emblée, on s'imagine qu'il y a beaucoup de victimes, et puis ça nous est confirmé par les appels téléphoniques.
Donc on va envoyer effectivement, on va déclencher le plan d'intervention médicale qui est un envoi réflexe par rapport à une situation avec nombreuses victimes. Et donc d'emblée, ça consiste en 3 SMUR et 5 ambulances. Mais ici, vu qu'on sait qu'il y aura nettement plus de victimes, on envoie une quinzaine d'ambulances et 4 SMUR. Évidemment, on a déjà pas mal d'ambulances pompiers à l'aéroport. Et donc sur la quinzaine ici, il y en a qui vont venir du Brabant Wallon, entre autres, et plusieurs de la Croix-Rouge. Et le DIRMET de Gert, effectivement, est également envoyé sur place. Ça, c'est au niveau des SMUR. Donc vous voyez que, fort heureusement, les SMUR les plus proches étaient encore disponibles. Et alors, le nord-est de Bruxelles est fort sollicité par l'aéroport, et donc c'est surtout une réponse médicale du sud-ouest qui va converger vers la station métro Malbeek. Ça, c'est pas tout de suite non plus, évidemment, mais effectivement, quelques temps après, la rue de la Loi, il y a beaucoup d'ambulances, beaucoup de véhicules de police. Il y a des bus de la STIP. La STIP, c'est la Société de transport en commun bruxelloise. Donc, il y avait aussi bon nombre de blessés légers. Et comme le nombre d'ambulances est quand même relativement restreint, il y a des blessés légers qui ne nécessitent pas spécialement une évacuation en ambulance, et donc des blessés légers ont été transportés ou évacués par des bus vers les hôpitaux. Et également, donc je veux dire, il y a eu une mobilisation autour de Bruxelles pour faire converger des moyens de l'extérieur, évidemment, vers Bruxelles, pour pouvoir faire face, d'une part, au quotidien, puisque pas mal de moyens sont engagés, et pour pouvoir faire face à l'éventualité d'un nouvel attentat. Bon, juste pour dire que, effectivement, très rapidement, on sait qu'il y a de nombreuses victimes. Par contre, à 9h20, donc, on nous signale que la rame de métro est en feu, qu'il y a des colis suspects sur les quais. Et donc voilà, on ne sait pas trop, effectivement, si c'est... Allez, ça nous est renseigné comme colis suspect, mais effectivement, quand on réfléchit un peu, c'est sûr que les gens qui ont des bagages encombrants, ils vont s'encourir et laisser les bagages sur les quais. Mais je veux dire, d'emblée, on nous signale déjà qu'il pourrait encore y avoir quelque chose qui ressemble à une bombe sur le quai. Oui, alors... effectivement, à 9h21, on nous signale une explosion à Malbeek, à Schuman, mais fort heureusement, il n'en était rien. Donc en fait, que s'est-il passé? Il y a des gens qui étaient dans la rame de métro dans la station Malbeek, qui ont fui par le tunnel et qui sont sortis à Schuman. Et donc de là, effectivement, nous avons reçu des appels aussi, nous signalant qu'il y avait des victimes à Schuman, et donc certains appels laissaient croire qu'il y avait une explosion à Schuman, mais il n'en était rien. Donc voilà, alors des messages d'ambiance de premiers intervenants, donc un ambulancier qui dit que voilà, il a un certain nombre de macarons pour faire un tri qui chasse, et bon, très rapidement il dit j'ai pas assez de macarons, il y a plein de victimes. À 9h28 on nous dit 30 puis 50 blessés. 9h29 on nous appelle un appel émanant d'une rame de métro pour dire que des gens sont bloqués dans une rame en tunnel entre deux stations. Ben voilà, l'appel est entré, je dirais au niveau du dispatching des pompiers, il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là, mais on verra quelques photos tout à l'heure de cette rame et de son évacuation. Et puis je vous parlais donc des différents niveaux, et donc on nous signale, vous voyez qu'on parle de la rue de la Loi, une rue plus basse, c'est zone de tri, rue Joseph II. Le CIC à nouveau qui rappelle, on a besoin d'un maximum de secours, très nombreuses victimes, etc., etc. On ne va pas tous les passer en détail, c'est quand on a plus de temps éventuellement. 9h20, le haut fonctionnaire annonce qu'il déclenche la phase provinciale et ouvre son centre de crise. Ah oui, je vois, oulala, j'avais pas remarqué. Bon, ça va aller vite. Bon, ici, une image d'ambiance à nouveau. On envoie pas mal d'ambulances. Les périmètres ne sont pas encore bien gardés. Ils sont en train d'être mis en place. Un peu plus tard, on verra qu'il n'y a plus aucun badaud. Voilà, on va vite les passer. Zoup.
On va ouvrir 2 PMA. Vous voyez ici des macarons qui ont été placés. On va ouvrir 2 PMA pour la station métro à Malbec. Donc, un au niveau de la rue de la Loi, un au niveau de la chaussée de Terbeek. Alors, comment s'est déroulée l'intervention des pompiers? Uniquement les pompiers sont descendus en station, pas les ambulanciers. Donc, voilà, ça c'est l'image d'ambiance. Zoup, on va passer. Alors, les pompiers ont fait du ramassage-relevage en station, ont ramené les victimes à l'air libre, et là, les ambulanciers les ont mis sur les civières d'ambulance, et vous voyez déjà directement que l'évacuation vers le PMA est déjà plus aisée qu'à l'aéroport, puisqu'ici, c'est des civières sur roulettes. Bon, ici, on voit la sortie Malbec. Et donc, les pompiers ont sorti une douzaine d'extrêmes urgences, je dirais, de la rame et sur les quais, et de ces 12 extrêmes urgences qui ont été sorties, alors qu'on faisait mention de la suspicion d'une bombe et qu'à la limite, on nous interdisait presque l'entrée de la gare de métro. De ces 12 victimes, il y en a quand même encore 9 qui sont en vie maintenant. Ça, c'est l'évacuation de la rame en tunnel. On va passer, vous voyez encore quelques images d'ambiance. L'avantage de la multidisciplinarité de nos pompiers, c'est qu'une fois que la mission des pompiers est terminée, on peut les engager pour porter secours aux ambulanciers dans les PMA. Alors, alors fatalement, colis suspect, déminage. Donc, une fois que nous avions sorti les victimes, c'est la discipline 3 où la police qui a pris possession des lieux. Donc, dans un premier temps, c'est le déminage, mais vous voyez que le délai d'arrivée est quand même relativement long. Donc, si on doit attendre qu'ils aient sécurisé une station pour sortir les victimes, on n'est pas sorti de l'auberge. Juste pour vous montrer les périmètres qui sont préétablis, une image d'ambiance. Encore une fois, des différents PMA. Alors pour les PMA bas, on a plutôt utilisé la méthode Scoop and Run pour celui de Play and Stay. Alors une fois que la station avait été déclarée suffisamment sécurisée par le service de déminage, la station devient zone judiciaire, puisque c'est une scène de crime. Et donc nous n'avions à ce moment-là plus accès non plus. Donc quelque part, une fois que nous avions dégagé le terrain, nous n'avons plus jamais eu accès à la station métro, même pas pour aller récupérer notre matériel, puisque à ce moment-là, c'est les hommes en blanc, donc le laboratoire scientifique et technique de la police qui intervient. Alors vers midi, les dernières victimes sont évacuées. Alors, les facteurs de succès à Malbec, un haut niveau de préparation. Alors, ce qui est important aussi, c'est l'anticipation et une montée en puissance rapide et immédiate des moyens qui sont envoyés sur place. Alors, également, les structures de coordination aussi bien stratégiques qu'opérationnelles qui ont été mises en place très rapidement. Bon, ici, évidemment, c'est déjà la deuxième explosion. Donc, à la limite, les structures de coordination au niveau stratégique étaient déjà quasi en stand-by. Mais bref, en tout cas, très rapidement mise en place. Au niveau opérationnel également, très important, c'est le port des chasubles. Bon, le dédoublement de tous les SMUR, la formation programmée, polyvalence du personnel, convention avec la Croix-Rouge, météo clémente, l'heure des attentats, 8 heures, c'est l'heure de la relève dans les casernes, le retour d'expérience. Bon, voilà. Alors, des facteurs défavorables, on est en multisite, on a déjà quand même envoyé pas mal de secours à Zaventem et puis à Malbec. Un nombre très élevé de victimes, la sévérité des lésions, blessés, blastés, brûlés. On est très vite à court de macarons, de burn kit, de morphine, nous n'avions pas de tourniquet. Existence de 2 PMA, c'est pas facile pour les médicaux quand il y a 2 PMA, mais bon, le fait d'avoir les sorties à 2 niveaux et la zone d'exclusion qui avait été délimitée par la police entre ces différentes sorties a fait qu'il était impossible de regrouper toutes les victimes à ce moment-là. Juste pour vous dire, donc, nous avons environ 160 pompiers de garde, mais vous voyez, 115 ont déjà été engagés sur les 2 sites. Ça veut dire plus de 2 tiers du personnel de garde. Et après, il faut encore gérer le quotidien. Alors, ce qui a moins bien fonctionné, c'est le logbook. La difficulté de gérer les renforts des autres zones parce qu'ils ne sont pas reconnus dans les systèmes de gestion des véhicules. Alors les moyens de communication, donc c'est les radios Astrid qui ont été saturés, le réseau des GSM.
qui a été dépassé. Alors bon, qu'est-ce qu'on a fait? Comme je crois chez vous en France, on les appelle les kits attentats, les kits de survie. Hein, donc c'est maintenant dans toutes les autopompes, toutes les ambulances, nous avons des sacs avec des pansements hémostatiques, des tourniquets, etc. Des burn kits. Alors tout le personnel a été formé au traitement de blessures de guerre parce qu'effectivement, c'est des blessures qu'on n'est pas habitué à traiter. Nous avons 2 fourgons matériels maintenant de relevage et de brancardage qui nous permettent d'aller sur 2 sites ou de gérer 2 PMA. On a une réflexion sur l'augmentation du nombre d'ambulances de montée en puissance, c'est-à-dire une fois qu'elles sont déclassées, de les garder encore et de ne pas s'en séparer. Acheminer des pompiers ambulanciers avec des minibus vers les PMA, parce qu'on avait du personnel en caserne et dans les PMA on manquait de petites mains. Il y a eu un renforcement du département de préparation, donc encore être mieux préparé. Partage d'expérience avec d'autres services, principalement la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Alors, au niveau du fédéral, vous avez vu que les logbooks, ça posait problème. Il y a l'acquisition d'un Incident Command Management System. Il y a élaboration d'un plan PIM Plus et Maxi PIM, puisqu'on partait, je veux dire, les plans existants étaient pour un nombre restreint de victimes. Et alors, il y a aussi un team d'extraction de victimes qui est en cours d'élaboration au service d'incendie. Je dirais, c'est pour aller extraire des victimes avec une tenue de protection, casque balistique, gilet pare-balles. Et alors, il y a effectivement une demande de notre personnel à être mieux préparé à des interventions générant de nombreux blessés. Voilà. Juste pour le bilan, donc quand même près de 300 blessés, 30 morts. Voilà. Merci à vous, lieutenant-colonel Tanguy Dubuis de Varnaf. Écoutez, je suis navré, mais on ne va pas avoir le temps pour les questions parce qu'on a dépassé un petit peu le temps imparti. Donc on va conclure cette conférence et la prochaine conférence est dans moins de 10 minutes et ça sera consacré aux sauveteurs secouristes du travail. Merci à vous. Oui. On a démarré un peu plus tard aussi.